Point commun, l'émission sur Radio RGB 99.2 et sur radio-rgb.net. Les artistes en résidence. Bonjour Geoffroy Jourdain, vous êtes le fondateur, créateur de la compagnie Les Cris de Paris. Vous êtes en charge de la conception musicale du spectacle que je viens de voir dans une version peut-être différente. Vous allez nous le dire si ce sera à l'identique ce qui sera présenté ce week-end à Éragny-sur-Oise et à Saint-Ouen-l'Aumône, le spectacle L'ailleurs de l'autre. D'ailleurs, la question vous a été posée par des élèves. Peut-être nous faire, non pas un petit historique, mais Les Cris de Paris, c'est vrai que moi, ça évoque la période des colporteurs. Qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a eu une forme liée à votre répertoire, le fait de retrouver cette forme de symbole ? Il y a plusieurs questions en une. Déjà, pour le nom des Cris de Paris, effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent, aujourd'hui, presque 20 ans après la création du groupe, justifier le choix de ce nom. Au départ, c'était le fait que ça faisait référence à un titre d'une œuvre de la Renaissance de Clément Jeannequin qui s'appelle Les Cris de Paris et qu'est-ce qu'on appelait un grand codelibet, ou un charivari, à partir de cris de relevés, de chants de marchands ambulants, disons, aux halles à Paris. À l'époque, il y avait l'idée comme ça de faire référence à une œuvre du répertoire, on va dire classique. Aujourd'hui, où notre projet artistique s'est peut-être, je dirais, singularisé, finalement, il est toujours emblématique de ce qu'on fait, même si ce qu'on fait, ça a changé. Je dirais, d'une part, parce que Les Cris de Paris, c'est une compagnie donc dédiée à l'art vocal, dans laquelle il y a aussi bien des projets à 4 qu'à 40, qu'à 90, et dans lesquels la voix est toujours présente, et où finalement, chaque individu, en tout cas, c'est, je l'espère, un peu l'état d'esprit dans lequel on travaille. À la fois on forme un collectif, mais dans lequel chaque individu garde, disons, sa personnalité. Ce qui est vraiment le cas dans Les Cris de Paris, puisque c'est justement une superposition de tas d'individualités. Là, je reviens à l'œuvre de Jeannequin. Ensuite, aujourd'hui, et par rapport au spectacle que vous venez de voir, L'ailleurs de l'autre, c'est vrai qu'il y a quelque chose du nom Les Cris de Paris, de cet environnement populaire et de tradition orale, évidemment, qui reste, puisque L'ailleurs de l'autre, c'est un spectacle dans lequel on interprète des chants qui ont été enregistrés par des ethnomusicologues qui sont issus de cultures sans écriture et donc de chants de tradition orale. Quatre chanteuses virtuoses. On a l'impression qu'elles ont effectivement une culture musicale différente les unes des autres qui s'associent finalement. Ça devient très complémentaire. Il y a, je crois, mezzo et soprano au niveau musical. Oui, disons que leur tessiture dans le cadre de la technique classique, c'est effectivement, il y a 3 sopranos et une mezzo-soprano. Ensuite, leur culture vocale, non, justement, ce qui est intéressant, c'est le déplacement. Elles viennent toutes de la culture de la musique classique et leur métier principal, c'est d'être des chanteuses lyriques. Et là, évidemment, la musique qu'on travaille et la façon dont on la travaille et qu'on la présente, le déplacement, il est à cet endroit-là. Mais finalement, on pourrait partir de quelque chose qui est supposé faire d'elles des artistes qui se retrouvent dans l'homogénéité, dans le rapport, dans le fait qu'elles aient en point commun un répertoire et une façon de le faire. Et puis là, évidemment, on va aux 4 coins du monde avec des techniques et des fonctions musicales très différentes de celles auxquelles on est normalement habitué. C'est-à-dire, nous, notre métier, c'est de faire de la musique en concert. Et là, finalement, on chante tout sauf de la musique de concert dans ce projet. Je parlais de ces 4 chanteuses virtuoses, en effet, avec cette formation classique, mais pour nous inviter à découvrir un répertoire qui correspond à une forme de voyage sur l'ensemble de la planète. On passe de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Nord, voire Amérique du Sud. Nombre de chants issus d'un répertoire qui correspond plus aux traditions orales, c'est bien ça ? En tout cas, tout ce qu'on chante sont des chants de tradition orale. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement issu de pays où il n'y aurait pas de l'écriture, mais précisément, les musiques qui sont choisies sont des musiques qui ont été enregistrées, pas uniquement pour cette raison, mais en particulier parce que elles échapperaient, c'est du patrimoine immatériel, elles échapperaient, disons, à la notation, et donc, d'ailleurs, la plupart des choses qu'on chante aujourd'hui sont des choses qui ont disparu, qui ne peuvent plus être chantées. Il y a beaucoup de choses qui sont des pratiques qui ont totalement disparu et qui ne réapparaîtront pas de la surface de la planète. Ça veut dire qu'il y a, à un moment donné, une transmission qui s'est faite à partir de ce travail de recherche des ethnomusicologues. Comment s'approprier, comment s'imprégner de cette culture orale qui n'existe plus, comme vous dites ? Parce que qui dit
culture orale, normalement, il n'y a pas d'écrit. Non, mais il y a des enregistrements. D'accord. En fait, c'était notre démarche, c'est un peu un protocole qui n'est pas du tout scientifique. C'est-à-dire, on a pris des enregistrements de musique de tradition orale et on s'est, j'allais pas dire que amusé à les reproduire. Les musiques de tradition orale subissent depuis des dizaines d'années un sort qui fait que par rapport aux, je dirais, les cultures et les langues et les costumes des cultures qui ne peuvent pas, ou qui n'ont pas entrepris de fixer les choses, se font complètement manger par la culture occidentale. Et ce qui nous intéressait, c'était d'essayer de voir ce qui nous arriverait, nous, dans l'autre sens, si finalement on abandonnait nos partitions, on prenait des enregistrements et on essayait de voir comment ça allait nous transformer, d'essayer de mémoriser des choses plutôt que de les fixer, plutôt que de reproduire des choses qu'on a d'abord écrites, comment ça nous transformait. Il s'avère que ça nous a tellement transformé, ou plutôt qu'on a eu tellement l'intuition que ça allait nous transformer, qu'au lieu de faire ça pour un concert, ce qui était le cas il y a 7 ans la première fois, 7 ans plus tard, on continue à entretenir cette pratique, à apprendre de nouvelles pièces et à créer de nouveaux formats pour diffuser ce projet, puisque c'était le cas aujourd'hui avec cette création. De la réinterprétation en quelque sorte. Oui, il faut de toute façon l'assumer. C'est à la fois de la réappropriation, mais je pense dans un sens qui est tout à fait, j'allais dire, légitime, enfin en tout cas louable, et dont il faut parler. Il faut absolument parler de la réappropriation, non pas comme si, quand on dit ça, il s'agissait d'un gros mot. Parce qu'en fait, d'une certaine façon, on fait aussi vivre des choses qui ont vocation à ne plus être entendues. Une cinquième voix intervient comme une forme de fil rouge dans ce spectacle, c'est celle de Gilles Léotot, l'ethnomusicologue qui a participé en quelque sorte à ce travail, à cette création. Disons qu'en fait, encore une fois, il faut distinguer, j'ai envie de dire, la pratique qu'on a et puis les espaces de diffusion, ce qu'on a inventé. Il y a eu des concerts, il y a eu un autre spectacle. Puis on a toujours été à la recherche d'une forme qui nous permettrait justement à la fois de faire entendre ces musiques, mais de parler de notre pratique. Et justement, j'y reviens pour vraiment aussi parler de ce que c'est se réapproprier les choses, ou en tout cas, disons, les décontextualiser et les partager. Et pour ça, il nous a semblé qu'effectivement, une voix, un regard extérieur, d'une certaine façon, une intervention extérieure. Je crois qu'on avait tous l'intuition que c'était ce qui nous manquait, c'est-à-dire un peu de documentation pour le public qui ne vienne pas de nous, pour pas que ça se transforme en conférence. Et puis les choses se sont faites, vous savez, il y a plusieurs générations de musiciens français qui ont été profondément marqués par la figure de Gilles Léotot, qui a créé la classe d'ethnomusicologie au Conservatoire de Paris et qui était également professeur d'ethnomusicologie à la Sorbonne. Et j'en fais partie, je fais partie d'une de ces générations. Et quand on a repris nos réflexions, en particulier avec Thomas Guillot-Bataille, qui est le dramaturge et justement l'intervieweur et monteur de ce projet, eh bien la figure de Gilles Léotot s'est imposée et on a repris contact avec lui. Moi, je ne l'avais pas fait depuis que j'étais étudiant et puis évidemment, il a répondu très favorablement à notre invitation. Il nous a fait partager ses connaissances, son érudition et aussi sa curiosité, son enthousiasme. Vous nous citez les 4 chanteuses qui, elles, sont en relation directe avec le public. L'ailleurs de l'autre, j'ai lu une formule que je trouve correspondre à ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, véritable bouche à oreille intemporelle. C'est effectivement intéressant de citer les 4 artistes. Oui, alors il y a Marie Picot, Anaëlle Bensoussan, Pauline Leroy et Michiko Takahashi. Juste sur cette idée de cette véritable bouche à oreille, comme je disais, c'est aussi ça qui explique le titre du concert, L'ailleurs de l'autre. En fait, je découvre le bouche à oreille intemporel et je trouve ça vraiment charmant. Je trouve que ça marche bien. Je ne sais pas où vous l'avez lu. L'ailleurs de l'autre, en tout cas, c'est un titre qui d'ailleurs ne vient pas de nous, mais qui est emprunté à des actes de colloque. J'avais trouvé ça à la bibliothèque du Quai Branly il y a quelques années maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est que, il y avait cette idée pour nous d'essayer de déplacer aussi. Attention, je vais enfoncer une porte ouverte, mais on vit avec une vision tellement européano-centrée, ou en tout cas occidentalo-centrée,
qu'on a du mal à imaginer que la surprise qu'on pourrait provoquer à des personnes qui justement n'ont pas notre culture lorsqu'ils entendent notre musique, qui voient notre théâtre, qui voient notre danse. Enfin, imaginez quelqu'un qui voit du ballet sur pointe pour la première fois alors que pour lui la danse fait partie de son quotidien, admettons, et qu'il n'a jamais vu ça. Bref, c'est ce déplacement qu'on cherche depuis le début et puis dont on voulait parler à travers ce titre. Un spectacle qui est aussi basé, pour ceux qui nous écoutent, qui vont aller le découvrir vendredi 11 février à la Maison de la Châle à Éragny-sur-Oise à 20h30 et à l'abbaye de Maubuisson à Saint-Ouen-l'Aumône à partir de 20h samedi 12 février. C'est un travail particulier aussi produit sur l'écoute. D'ailleurs, vous étiez aujourd'hui en intervention ici au Collège des Meurisiers à Jouy-le-Moutier et il y avait une écoute exceptionnelle de la part des collégiens et j'imagine effectivement c'est aussi ce travail de voyage un peu auditif qui est proposé au travers de cette forme. Ça raconte en tout cas ce qui nous est arrivé précisément, c'est-à-dire que c'est vraiment en posant notre oreille sur le monde que, alors ça pourrait être une grande métaphore de notre vie de musicien et de ce qu'on a choisi de faire, mais quand même là dans cette démarche qui consiste quand même à écouter des choses qu'on ne connaît pas et donc à les écouter tout en écoutant des choses autres, évidemment d'apprendre à écouter autrement. Et je pense que c'est ça la démarche de tout mélomane et de nos mélomanes, je sais pas. Je me répète, mais au-delà d'écouter des choses inouïes, on va dire, on apprend aussi à écouter autrement. Et en fait, c'est ce qu'on essayait de raconter. Et je suis très content, effectivement, parce que c'était la première. Et dire une première avec des collégiens, certes, ce sont les CHAM, donc les classes à horaires aménagés musique, qui font d'ailleurs un super travail, puisque je le connais parallèlement, ce travail. Mais effectivement, c'est un âge auquel le fait d'avoir une telle qualité d'écoute, ça me fait plaisir venant de leur part et peut-être, je l'espère, venant de la part du spectacle, puisque dès le début du spectacle, c'est ce qu'on propose d'écouter. Je ne vais pas raconter le spectacle à vos auditeurs, mais d'écouter justement autrement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire et j'espère que ça va se confirmer, le fait que ça fonctionne. Écho repris dans la presse, c'est Télérama qui a écrit l'article suivant concernant votre spectacle. On invite nos auditeurs à aller le découvrir donc à Éragny-sur-Oise et à l'abbaye de Maubuisson à Saint-Ouen-l'Aumône pour vendredi et samedi. Il est dit la chose suivante: litanie lancinante, appel de berger, joutes vocales débridées. On voyage ici aux eaux turquoises des Salomon, aux glaciers du monde inuit, en passant par les verts pâturages du Pays Basque. Et le résultat est saisissant, avec une puissance, une précision, un naturel confondant. Les filles des cris donnent à entendre des intervalles et des effets vibratoires proprement inouïs. Ça rebondit sur ce mot que vous venez de citer il y a un instant d'ailleurs. Je suis ravi que vous citiez cet article dont je ne me souvenais pas, mais qui parle précisément du concert. Donc effectivement, on a essayé, puisqu'encore une fois, le spectacle tel qu'il sera présenté encore cette semaine donc est une création. Il parle donc de cette pratique qu'on a depuis quelques années et qu'on a présenté en concert, et là il s'agissait effectivement d'un concert. On a essayé, à travers cette nouvelle forme, de pouvoir maintenir, comme ça je boucle avec la question que vous me posiez au tout début, de pouvoir continuer à avoir cette pratique des années plus tard sans figer du tout le répertoire. C'est-à-dire que ça puisse nous permettre de changer les pièces de concert en concert tout en gardant un propos très clair vis-à-vis du public. Dernière chose, j'ai vu, je ne sais pas si c'est d'actualité ou si c'est en projet, un travail entre 6 chanteurs-danseurs et 6 danseurs-chanteurs. C'est très bien d'en parler d'où nous sommes, c'est-à-dire de Cergy et ses environs et précisément de Point Commun, dans la mesure où Point Commun est une des scènes nationales qui coproduit ce projet. Mais c'est en fait 13 chanteurs-danseurs ou danseurs-chanteurs. C'est-à-dire justement l'idée de ne pas du tout les distinguer. Là aussi, c'est une pratique particulière qui a été menée de sorte à écrire un spectacle conjointement entre justement des danseurs qui allaient davantage chanter qu'ils ne le faisaient d'habitude et inversement, en collaboration avec François Chéniaud, chorégraphe. Et il sera présenté la saison prochaine. On prend déjà rendez-vous parce que je crois que votre compagnie est en résidence artistique pour 3 années sur Cergy-Pontoise. Voilà, tout à fait. Oui. Merci à vous.